Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un texte minuscule par la taille, mais absolument monumental par sa puissance. On va disséquer le chapitre 46 du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un chapitre qui tient en quelques lignes à peine, mais qui contient peut-être toute la thèse du roman. Alors préparez-vous parce qu'on va aller sonder une douleur à son état le plus pur, le plus brut, celle d'un père face à l'oubli de son propre enfant. Tout commence ici, avec ces trois mots. Ce n'est même pas une phrase, c'est une déflagration. Ma petite Marie. Une apostrophe qui est bien plus qu'une figure de style, c'est un véritable cri du cœur. Hugo nous jette là, sans ménagement, au cœur du réacteur émotionnel de son personnage. Il n'y a pas de mise en contexte, pas de description, non, juste la fulgurance de l'amour d'un père et de la perte. Et la vibration de ces trois mots, eh bien, elle va résonner tout au long de notre analyse. Voilà le programme pour aujourd'hui. On va d'abord planter le décor de ce chapitre qui est absolument crucial. Puis on entrera dans la tête du père pour suivre le fil de ses pensées. Ensuite, on passera à la loupe le génie de Hugo en matière de style. On identifiera les outils qui rendent ce texte si percutant, avant de prendre un peu de hauteur pour replacer ce drame intime dans le grand combat politique de Victor Hugo. Et enfin, on conclura en ouvrant quelques pistes de discussion. Allez, on commence tout de suite. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Il faut s'imaginer la scène. Le condamné, qui vit ses toutes dernières heures, vient de recevoir la visite qu'il attendait et qu'il redoutait plus que tout, celle de sa fille, Marie, qui a 3 ans. Mais l'impensable, l'inimaginable s'est produit. L'enfant, après des mois de séparation, ne l'a pas reconnu. Pire, elle a eu peur de lui. Ce chapitre 46, ce n'est pas le récit de cette visite, mais c'est l'onde de choc qui la suit. C'est le monologue intérieur d'un homme qui vient de tout perdre. Pas seulement sa vie, mais aussi son passé, son identité même de père. Plongeons maintenant au cœur du texte. On va faire une sorte d'arrêt sur image, vous voyez, une analyse au ralenti de la tempête psychologique qui frappe le narrateur. C'est vraiment en décomposant chaque seconde de sa pensée qu'on arrive à saisir toute la finesse de l'analyse de Hugo sur la souffrance. Cette phrase est d'une cruauté absolue. Regardez bien l'adverbe « déjà ». L'oubli n'est pas progressif, il est instantané, immédiat. C'est tout le rapport au temps de l'enfance qui entre en collision avec celui du condamné. Pour lui, cette rencontre, c'est le sommet de sa tragédie. Pour elle, ce n'est qu'un instant, vite effacé par le spectacle de la rue. On pourrait appeler ça la cruauté de l'innocence. Et puis, il y a cette formule terrible, « ce monsieur », sur laquelle on va bien sûr revenir. Ce monsieur, il faut qu'on analyse la violence de ces deux mots. Ce n'est pas seulement qu'elle ne le reconnaît pas, c'est qu'elle le dépossède de son essence même. L'identité la plus fondamentale qu'on puisse avoir, celle d'être papa ou maman, eh bien, elle lui est arrachée. En fait, avant même que le bourreau ne lui tranche la tête, le condamné subit une sorte de décapitation symbolique. Il est effacé du monde des vivants, rayé de la carte familiale. C'est une mort sociale qui vient avant et qui redouble la mort physique. Ce vis-à-vis met vraiment en lumière le gouffre qui les sépare. D'un côté, on a l'univers de l'enfant, fait d'instants présents, de jeux, un monde où le passé s'efface très vite. Et de l'autre, le condamné, lui, il n'a plus de présent. Son seul refuge, c'est une projection désespérée dans le futur. Il ne cherche pas à être pleuré maintenant, mais dans 15 ans, à l'âge où sa fille pourra comprendre. C'est une tentative pathétique de jeter une encre dans le temps, de survivre à sa propre disparition à travers le souvenir. Maintenant qu'on a bien mesuré la profondeur de ce drame humain, on peut se demander, mais comment l'artiste Victor Hugo arrive-t-il à nous faire ressentir ça avec une telle force ? On entre ici dans l'atelier de l'écrivain, pour voir comment le style, le choix des mots, deviennent pour le condamné sa seule et sa dernière arme contre la destruction totale. Prenons deux mots, en apparence tout simples, le fiacre. Une voiture de location, un élément banal du paysage parisien du 19e siècle. En utilisant ce détail trivial, Hugo rend la scène terriblement concrète. L'horreur n'est pas dans un monde lointain, elle est là, dans la rue, au milieu de la vie qui continue. Et face à ce mot, il y a l'adjectif « sanglant », un mot d'une violence extrême qui ne qualifie pas son crime, mais le nom qu'il laisse en héritage. C'est une souillure. Le contraste entre la banalité du fiacre et la tragédie du nom « sanglant » crée un effet de choc qui est saisissant. La syntaxe elle-même, c'est comme le sismographe de l'âme du narrateur. Le texte s'ouvre sur une phrase nominale, un cri à peine articulé. C'est le spasme de la douleur brute. Et puis, la pensée tente de se reconstruire. Les phrases s'allongent, elles deviennent plus complexes, avec des subordonnés de but comme « afin que ». C'est l'esprit qui cherche désespérément un projet, une raison de continuer. Ce passage du cri à la phrase construite mime parfaitement le sursaut vital du condamné qui, face à l'oubli, décide de laisser une trace écrite. Allons encore un peu plus loin dans l'analyse de la forme. Hugo, c'est un maître de la rhétorique, chaque mot est pesé pour avoir un effet maximal sur le lecteur. Son but, ce n'est pas de nous informer, c'est de nous transformer, de nous faire ressentir, presque physiquement, le poids de cette injustice. Voyons un peu comment il orchestre cette mécanique de l'émotion.
On peut identifier 4 grands procédés qui structurent ce chapitre. Ils fonctionnent comme des couches qui s'ajoutent les unes aux autres pour créer une intensité pathétique qui est presque insoutenable. On a l'apostrophe, l'antithèse, mais aussi l'hyperbole et l'ironie tragique, qui est partout. On l'a déjà évoqué, mais revenons sur cette apostrophe. En s'adressant à sa fille qui n'est plus là, le narrateur nous prend à témoin de sa solitude. Il ne nous raconte plus une histoire, il nous fait entrer dans sa cellule, dans son esprit. Cette adresse directe, elle abolit la distance, et elle nous rend complices, presque voyeurs, de sa souffrance la plus intime. L'antithèse, c'est vraiment le moteur tragique de ce chapitre. Hugo oppose systématiquement 2 réalités, la vie et la mort, l'innocence et la culpabilité, l'oubli et le souvenir, le jeu de l'enfant et l'agonie du père. Cette opposition constante, elle souligne l'absurdité et la cruauté de la situation. Le monde continue de tourner, les enfants de jouer, pendant qu'un homme est retranché de l'humanité. C'est cette fracture qui est au cœur de la dénonciation de Hugo. Il est temps maintenant de prendre un peu de hauteur, parce que ce chapitre et ce roman tout entier ne doivent pas être lus uniquement comme l'expression d'une douleur personnelle. Chaque ligne est une balle tirée contre la peine de mort. Derrière le drame intime se cache une stratégie argumentative redoutable, celle d'un Hugo engagé dans le grand combat de sa vie. Ce roman est ce qu'on appelle un plaidoyer. Mais Hugo invente une nouvelle forme de plaidoyer. Il ne cherche pas à nous convaincre avec des arguments juridiques ou philosophiques. Non, il choisit l'arme de l'émotion. En nous faisant épouser le point de vue du condamné, en nous faisant ressentir son agonie, il nous transforme en jurés. Et franchement, quel argument plus puissant contre la peine de mort que la douleur d'un père privé de l'amour de son enfant. Hugo nous fait juger non pas le crime de l'homme, mais la barbarie de la peine elle-même. Cette chronologie le montre très bien. Ce roman, c'est l'acte fondateur d'un combat qui va durer plus d'un demi-siècle. Dès 1829, le livre est une bombe. Il choque une société qui était habituée à voir les exécutions comme un spectacle. Et Hugo, il poursuivra ce combat sans relâche, à la tribune de l'Assemblée, dans ses poèmes et dans ses autres grands romans. Ce petit chapitre s'inscrit donc dans une vaste et courageuse bataille pour la dignité humaine. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette analyse du chapitre 46 ? Quelle est la leçon fondamentale que Hugo nous administre en quelques phrases si fulgurantes ? Voilà, le point essentiel, il est là. Le génie de Hugo, c'est de déplacer complètement le débat. Le crime du narrateur, on n'en saura jamais rien. Et c'est un choix délibéré. Parce que le sujet, ce n'est pas la culpabilité de l'homme, c'est la cruauté du châtiment. En se concentrant uniquement sur la chronique de son agonie psychologique, Hugo humanise le condamné et il déshumanise la peine de mort. Il nous force à regarder non pas le monstre, mais l'homme qui souffre. Et c'est en nous faisant ressentir cette souffrance qu'il forge son argument le plus imparable. Je vous laisse avec ces questions, qui sont, je crois, celles que le texte nous force à nous poser. Réfléchissez au rôle de l'enfant. Pourquoi Hugo choisit-il cette figure de l'innocence pour porter son attaque la plus violente ? Demandez-vous comment ce chapitre manipule, au sens noble du terme, notre perception du narrateur. Et enfin, interrogez-vous sur le pouvoir, mais aussi l'impuissance de la littérature que le condamné incarne si bien. L'écriture peut-elle vraiment triompher de la mort et de l'oubli ? La question reste ouverte. Merci de votre écoute.